On démarre donc maintenant le format de la controverse sur le sujet la souveraineté alimentaire. Comment la définit-on et quelles sont ses limites? Le format de la controverse, vous allez le voir, est tout à fait particulier. On remercie nos intervenants qui ont accepté de se prêter au jeu, puisqu'ils vont avoir un compteur temps et chacun aura 5 minutes pour défendre un point de vue sur la souveraineté, sur ce sujet, cette question, quelles sont les limites de la souveraineté. Puis ensuite, on donnera la parole à nos 2 témoins, Rémi Dumry qui est agriculteur et Monsieur Philippon qui est citoyen, pour qu'ils puissent exprimer leur conviction par rapport à ce qui a été dit. Et ensuite, évidemment, on vous donnera la parole pour que vous aussi, vous puissiez réagir par rapport à ce qui aura été dit par les 4 personnes qui sont sur scène. Quand vous prenez la parole, une règle d'or, vous essayez d'être le plus concis possible pour qu'on puisse avoir le plus de réactions possible. Vous donnez votre nom, votre organisation si vous le souhaitez, et vous allez direct au sujet. Et aussi, surtout, vous nous dites à qui vous adressez votre question, si c'est une question. Voilà. Donc, on est prêt? On est prêt à attaquer? Vous êtes prêts, les intervenants? Alors, Sébastien, c'est parti. Alors, la souveraineté alimentaire. Déjà, en fait, le premier sujet, c'est qu'est-ce que c'est que la souveraineté alimentaire? Moi, la définition que je serais tenté d'y mettre, c'est notre capacité à limiter notre dépendance aux autres. Mais j'y mets pas une définition de la souveraineté alimentaire comme l'autarcie ou un mode de fonctionnement à la Suisse où on a des frontières complètement étanches dans les 2 sens. Surtout que je suis producteur de grande culture, je fais du blé, il part sur le port de Rouen. Si on était totalement fermé, il faudrait qu'on mange 10 croissants tous les matins pour écluser ma production de blé. Pour autant, on voit à l'inverse qu'il y a des endroits où on a complètement dévissé sur la dépendance. La volaille, il y a 20 ans, on exportait 300 000 tonnes de volaille. Aujourd'hui, on importe 400 000 tonnes de volaille en France. Et quand vous consommez un poulet en restauration hors domicile, dans 70% des cas, c'est du poulet d'importation. On le sait pas trop, mais c'est la réalité. Et tu reviendras sûrement dessus. Mais le fait que demain, on soit importateur net de produits laitiers dans un avenir proche, je pense que si j'avais dit ça à mes grands-parents, qui ne sont malheureusement plus là, ils se retourneraient dans leur tombe en pensant qu'on pouvait, la France, ne plus être autosuffisant en production laitière. Alors, une fois qu'on a dit ça, quand même, peut-être plusieurs points. D'abord, redire que cette autosuffisance ou cette souveraineté alimentaire, pour l'obtenir, on a un certain nombre de sujets majeurs à traiter. On va commencer par l'étiquetage, parce que en restauration hors domicile, j'ai dit tout à l'heure, 70% du poulet est importé, mais qui sait réellement qui mange du poulet importé? Et donc on ne peut pas demander aux consommateurs, alors on parle souvent du problème de pouvoir d'achat, mais en fait 9 fois sur 10, c'est même pas un sujet de pouvoir d'achat, c'est qu'il ne sait même pas qu'il mange des produits d'importation et il n'a pas le choix dans son acte pour des raisons d'étiquetage. Deuxième sujet que je mettrai dans le même ordre de choses, c'est le sujet de la commande publique. Là aussi, non seulement la commande publique, elle respecte pas toujours les règles des Galim, elle n'est pas toujours exemplaire sur les enjeux de souveraineté, mais j'allais dire, par essence, puisque aujourd'hui, dans un appel d'offres public, vous n'avez pas le droit de mettre un critère d'origine. Et donc quand on ne peut pas mettre de critères d'origine, comment on avance sur le sujet de la souveraineté et comment on fait pour privilégier des sujets, voilà. Le deuxième point que je voulais aborder sur le sujet de la souveraineté, c'est que c'est à la fois le sujet de la dépendance aux autres pays par rapport à la capacité à se nourrir, mais c'est aussi quelque part un modèle économique qu'on vient dégrader. Parce qu'on me dit souvent, la souveraineté, ça impose d'acheter des produits plus chers. Mais à l'inverse, si on n'achète que des produits d'importation, et la situation dans laquelle on va être cette année où la balance commerciale agroalimentaire, qui était toujours un des fleurons français, juste derrière Airbus, il y avait l'agroalimentaire. Pour la première fois cette année, on risque d'être en balance commerciale négative. Ça n'était pas arrivé depuis 78.
Donc on va se retrouver dans une situation déficitaire. Et si on est dans cette situation déficitaire, ben c'est de l'économie française qui ne se fait plus. Et donc c'est quelque part, on va dévisser aussi sur notre modèle social, etc. Et comment on fait vivre la France si on ne vit que de produits d'importation et qu'on fait plus tourner la machine économique. Alors, sauf de remettre en place de la TVA sociale, qui permettrait de financer notre modèle social sur des importations, mais je pense que c'est pas tout à fait à l'ordre du jour de ce que j'ai compris, et c'est pas complètement accepté non plus par le consommateur. Donc, souveraineté alimentaire, aussi pour faire tourner notre modèle économique. Et puis, le dernier point, est-ce que ça coûte plus cher aux consommateurs ? Moi, je ne suis pas du tout convaincu de ça, parce que c'est aussi, encore une fois, des choix d'endroits où on va mettre les taxes. Et l'exemple qui est criant en ce moment, c'est celui de la taxe sur les engrais. Si on met en place une taxe sur les engrais, on vient augmenter les prix de production pour le producteur français. Donc le produit français finit par être plus cher. Dans le même temps, on fait tomber les taxes sur des produits d'importation qui vont venir du Mercosur et qui vont rentrer en concurrence avec les produits français. Donc effectivement, pour le consommateur, le produit étranger, il est moins cher. Mais si au lieu de mettre une taxe sur les engrais, on avait mis une taxe sur les produits d'importation, c'est bien le produit français qui aurait été moins cher et ça n'aurait pas eu le même impact sur le portefeuille du consommateur. Donc face au débat, la souveraineté alimentaire, elle vient augmenter le prix pour le consommateur. Alors oui, peut-être, mais quelques centimes. Et le deuxième point, c'est il faut peut-être assumer un peu ça pour notre modèle économique. Et quand je veux revenir sur ce que ça coûte aux consommateurs, il faut démystifier ce sujet-là. Le consommateur, dans son budget global, il a 14% de ses dépenses qui vont vers l'alimentation. Sur ces 14%, il y a 7% de ces 14% qui reviennent à l'agriculteur, c'est-à-dire moins d'1% de son budget qui revient à l'agriculture. Donc une augmentation de quelques centimes sur ces 1% n'a aucun impact sur le budget du consommateur. Merci beaucoup et bravo pour avoir respecté le timing avec un exposé hyper structuré et très intéressant. Merci. Eh bien, François-Xavier, on y va. Merci, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, parler de souveraineté, c'est bien, mais savoir de quoi on parle, c'est mieux. Les mots ont un sens. Et je voulais vous redire ce que la souveraineté est selon moi, et je pense qu'il faut revenir sur l'étymologie. Alors, c'est peut-être un vieux reste d'études classiques, mais souveraineté, en fait, ça vient de supérieur, de superus en latin, qui veut dire au-dessus. La souveraineté, c'est pas l'autarcie. La souveraineté, c'est pas vouloir tout produire tout le temps, en tout lieu et avec tout moyen. La souveraineté, c'est maîtriser. Maîtriser sa production, maîtriser ses conditions de production, maîtriser l'alimentation qu'on propose à sa population. Et en fait, c'est pas un concept, la souveraineté, même si beaucoup l'utilisent. C'est revenu dans on va dire, le tragique de l'histoire récemment, puisque le Covid, l'Ukraine et certaines famines dans certains pays nous ont amené à reconsidérer la façon dont un choc géopolitique pour l'Ukraine a pu faire exploser les coûts de production, un choc sanitaire a pu rompre totalement les lignes d'approvisionnement du jour au lendemain dans notre pays, et la famine dans certains pays, notamment la Tunisie, ont montré que lorsqu'on n'assure pas la souveraineté de sa population, c'est la stabilité totale d'un pays qui est en jeu. Donc je voudrais insister sur 3 points principaux qui pour moi sont des conditions essentielles de la souveraineté. C'est la maîtrise, c'est la compétitivité, c'est l'accessibilité. La maîtrise, parce qu'en fait, comme on l'a dit, souvent on confond autarcie, on confond autonomie et souveraineté. En fait, la souveraineté, c'est maîtriser ces flux, maîtriser la façon dont on contrôle la production, la façon dont on contrôle l'alimentation et la façon dont on contrôle les conditions de production. Et donc, dans la filière laitière, quand on exporte 40% de notre production, nous, il y a bien une chose dont on ne veut pas, c'est une France ou une économie bunkérisée. Je dis ça parce que je pense que dans la salle, il y en a beaucoup qui sont conscients de ça, mais dans le débat public, on peut entendre aussi des choses, notamment sur les conditions de libre-échange, sur le commerce mondial, qui montrent bien qu'il faut rabâcher ces éléments-là. Donc maîtriser ces approvisionnements, ça ne veut pas dire pouvoir tout produire tout le temps et avoir une logique de tableur Excel où il faut à tout prix être autosuffisant sur toutes les lignes. C'est pas la façon dont on peut fonctionner parce que on a des avantages compétitifs dans certains secteurs et pas dans d'autres. Donc la maîtrise, c'est essentiel. Le deuxième point, c'est la compétitivité. Une filière qui n'est pas compétitive n'est pas souveraine. C'est important de le rappeler. Et Dieu sait que l'on voit actuellement des débats
notamment au Parlement où la créativité fiscale et la créativité normative est assez exemplaire, il est important de rappeler que nous avons besoin de compétitivité dans nos filières pour pouvoir continuer à proposer des produits sur le marché intérieur et à l'export qui soient compétitifs. On ne vit pas, la France n'est pas une île, la France laitière non plus n'est pas une île, et il faut qu'on vive dans un environnement dans lequel les coûts de production doivent être adaptés et dans lequel notre mode de production doit pouvoir demeurer compétitif. La souveraineté, c'est pas une alternative à la compétitivité, ça doit être le résultat en fait de la compétitivité. C'est parce qu'on est compétitif qu'on est souverain. Et donc, il ne faut pas tomber non plus. Alors, je sais qu'il y a des conférences de souveraineté alimentaire qui sont lancées actuellement. Voilà, il faut éviter de tomber dans la logique du Gosplan soviétique dans lequel on va planifier à 15 ans une économie dans une logique totalement déconnectée des marchés. Donc voilà, restons compétitifs. Ça sera une bonne condition pour la souveraineté demain. Troisième élément, c'est l'accessibilité. La souveraineté qui se traduit par des prix élevés, qui empêchent nos citoyens, nos consommateurs, nos Français de pouvoir consommer leurs produits, ça serait un échec. Donc on a besoin de continuer à assurer une production, notamment une production laitière pour le sujet qui me concerne, dans les territoires. Donc il faut qu'on rémunère correctement nos éleveurs. Il faut aussi qu'on puisse rémunérer correctement nos salariés et les entreprises agroalimentaires qui sont aussi un maillon central des filières. Et il faut qu'on garantisse des produits accessibles dans les rayons aux consommateurs. Si on n'arrive pas à faire ça, alors on sera très beau sur la photo avec la souveraineté, mais on aura raté complètement le coche parce qu'on aura raté le sujet de l'accessibilité. Donc il faut qu'on produise aussi pour rendre accessibles ces produits-là à nos citoyens. Donc je voulais finir, il me reste 40 secondes, en disant que donc vous avez bien compris que la souveraineté, c'est pas un sujet du passé, c'est pas une vision passéiste à la planification à tout prix, c'est une vision moderne, c'est une ligne de force qui va se traduire par, à mon avis, le mantra suivant que je voudrais partager avec vous. Il faut maîtriser pour rester compétitif, il faut être compétitif pour rester accessible, et il faut être accessible pour rester indispensable dans les rayons et dans la vie et dans le patrimoine alimentaire de nos concitoyens. Je vous remercie. Bravo. Bravo. Deux très beaux pitchs qui respectent le timing, c'est parfait. On va voir si Rémi l'agriculteur, il va faire pareil. Alors, je ne sais pas si c'est une controverse, mais je trouve que les deux sujets sur la souveraineté qui ont été exposés à l'instant étaient plutôt raccords, quoi. Pour moi, producteur, être souverain, c'est de pouvoir continuer à produire. Et les deux enjeux qui sont devant moi sont terribles. Parce que les deux enjeux qui vont modifier mon système de production, et je le vois depuis 10 ans, on le ressent, ils sont en fait mondiaux. Ils ne sont pas français, ils ne sont même pas européens. Le premier enjeu, c'est le réchauffement climatique. Il est énorme, l'impact qu'on peut déjà ressentir en Beauce. Hein. Cette année, on a une année de sécheresse terrible. Vous n'en avez pas entendu parler dans les médias. Pourquoi ? Parce qu'on avait une réserve d'eau, qui est la nappe de Beauce, qui était pleine et qui débordait. Mais les années où on n'a pas cette réserve d'eau, qu'on n'a pas de pluie d'hiver pour la recharger, on serait dans une situation difficile. Sur mon exploitation, j'ai 10 cultures. 10 cultures différentes. Rien que grâce à l'irrigation. J'aurais pas l'irrigation, j'aurais seulement 3 cultures. Le deuxième enjeu, c'est la mondialisation. Et la mondialisation, c'est la mondialisation de nos pathogènes. On l'a eu par le Covid. On l'a vu au niveau humain. Mais nous, au niveau de nos cultures, on se rend bien compte que les pucerons ne viennent plus au mois de mai sur nos betteraves, mais viennent au mois de mars à cause du réchauffement climatique, avec des virus. Et tout ça, ça change. Et tout ça, ça nous met en porte-à-faux sur nos productions. Je vais prendre l'exemple des betteraves. Cette année, on va faire une bonne récolte de betteraves. On va faire plus de 100 tonnes sur Artenay. La moyenne est de 80 tonnes et j'ai fait 50 tonnes l'année où il y avait de la jaunisse. J'ai un rapporteur de l'INRA qui est venu sur mon exploitation et il m'a dit mais je comprends pas, vous avez fait du biocontrôle, vous avez fait 5 insecticides par dérogation sur vos betteraves et vous avez encore de la jaunisse ? Ouais. Une année, j'ai fait 130 tonnes en betteraves.
C'est-à-dire que là, on ne va pas voir le gaspillage alimentaire qu'il y a au niveau de la production. Les 30 tonnes qui vont manquer, que j'aurais pu faire cette année sans jaunisse, ça permet à ma sucrerie de travailler plus, d'écraser leur coût fixe, de sortir des euros supplémentaires pour me les redonner, parce que ma coopérative, elle m'appartient. Hein. J'ai 30 000 euros chez Tereos. Et donc tout ça, ça fait partie de la souveraineté. La souveraineté, c'est la production. Si on diminue nos productions, et on l'a bien vu depuis 1978, on ne va pas réussir à équilibrer notre balance commerciale. C'est parce qu'on n'arrive plus à produire. On a des normes, on a des coûts, on a qui nous permettent plus de produire, mais de produire aussi de la qualité. La production française et les agricultures françaises ne produisent que de la qualité. Quand je produis des blés durs, quand je produis des blés améliorants, quand je produis des orges de brasserie, quand je produis de la betterave pour faire du sucre, mais aussi de l'éthanol, du carburant, de l'alcool sur fin pour la Cosmétique Vallée entre Orléans et Chartres, c'est des productions qui sont locales, en circuit court, sur des systèmes industriels qui sont nécessaires. Et si on n'a plus cette industrie, cette transformation qu'on perd, on n'arrive plus à être souverain. Donc la souveraineté, c'est d'abord pour moi, producteur, de la production locale et française. Et il me reste 5 secondes. Merci Rémi, merci beaucoup. Alexandre, merci. À toi. Alors bonjour à tous. Donc là j'interviens comme citoyen, mais sinon en fait je suis fils d'agriculteur, donc je connais bien le monde de l'agriculture et je suis même entrepreneur aussi dans l'agroalimentaire. Donc c'est des sujets qui me touchent pas mal à la fois comme consommateur, comme on est tous des consommateurs, mais aussi dans ma propre culture familiale et dans mon propre métier. Moi d'abord en tant que citoyen, j'ai un a priori super positif sur la qualité française des produits. Quand j'achète français, je sais que c'est un produit de qualité, parce que j'ai confiance dans les normes de l'État français, j'ai confiance dans les agriculteurs, j'ai confiance dans l'industrie française. Et donc pour moi, acheter français, c'est un gage de qualité. Et donc la souveraineté, pour moi, c'est vraiment un enjeu de demain, pouvoir acheter français pour être sûr de cette qualité. Et j'aurais peur demain qu'on puisse plus trouver certaines productions qui viennent de France, parce que je me dirais en fait finalement c'est moins qualitatif. Comme par exemple, je suppose que le poulet qu'on importe, il est probablement beaucoup moins qualitatif que le poulet fabriqué en France. Et le jour où on fait plus de poulet en France, je serais bien embêté d'avoir dans mon assiette que du poulet de moindre qualité. Et pour autant, parfois, pour promouvoir la souveraineté, on peut être tenté de vouloir abaisser les normes, abaisser les contraintes pour essayer d'être compétitif par rapport au marché mondial. Mais si c'est pour être souverain, exporter, mais diminuer la qualité de notre production, en fait, ça va nous faire rejoindre des qualités qui sont pas forcément très bonnes à l'extérieur. Donc je pense qu'il faut faire attention à pas vouloir niveler par le bas nos standards de qualité pour être compétitif par rapport au niveau mondial. Et parfois en fait la souveraineté, je pense que ça passe par le refus d'exporter, et je pense qu'on a un bon exemple sur la filière du sucre. Avant on exportait très peu de sucre et on n'avait pas trop le droit parce qu'on avait une politique en Europe qui dérégulait un petit peu le cours du sucre par rapport aux cours mondiaux. Donc l'OMC nous interdisait d'exporter trop de sucre, et l'Union européenne a voulu qu'on puisse devenir exportateur de sucre. Sauf qu'en fait, la structure des agriculteurs en Europe n'est pas la même que les agriculteurs ailleurs. Donc forcément, le coût du sucre est plus cher en Europe. On a pensé qu'en produisant plus, on pourrait baisser ses coûts, et le résultat, c'est que finalement, on a une crise dans le monde du sucre qui a été assez dramatique, qui a abouti à des fermetures de sucreries, à des agriculteurs qui ont arrêté de cultiver des betteraves. Et en fait, la conséquence, c'est que quand on attaque une filière, après, quand les usines ferment, on les réouvre plus tard. Et donc je pense que pour protéger la souveraineté, il faut savoir oser parfois soutenir toute une filière. Hier, je pense que c'était Bruno qui disait une filière, quand il y a un maillon qui disparaît, tout s'écroule. Et donc s'il y a une sucrerie qui ferme, il y aura plus d'agriculteurs qui font des betteraves derrière pour en faire. Et après, en tant que citoyen, je pense que c'est nous qui avons la main sur la souveraineté, à la fois sur nos actes d'achat,
Et en fait, c'est assez simple d'acheter français. On se plaint souvent que c'est pas toujours très transparent. C'est vrai que les industriels pourraient jouer davantage la carte de la transparence. Mais en fait, souvent, la transparence, elle se lit parce que si c'est pas écrit cultivé en France, ça sous-entend qu'en fait, ça l'est pas. Et donc souvent, il y a un petit drapeau français, c'est écrit conditionné en France. Si c'est écrit conditionné en France, ça veut bien dire que c'est pas cultivé en France. Sinon, ce serait écrit cultivé en France plutôt que conditionné en France. Donc en fait, parfois, il faut pas chercher trop loin la transparence. En fait, si c'est pas écrit cultivé ou origine France, c'est qu'en fait, ça l'est probablement pas, parce qu'aujourd'hui, c'est un atout quand même marketing majeur. Et donc, on peut vraiment assez facilement déjouer l'origine d'un ingrédient. Et l'autre élément qui est assez important, le consommateur, c'est que parfois on est un peu schizophrène. On aimerait pouvoir avoir des outils de transformation en France. Donc par exemple, on se plaint souvent qu'on cultive en France, mais après on envoie notre blé ou nos pommes de terre se faire transformer en Belgique ou en Italie, etc. Et qu'après ça revient, donc on réimporte. Mais souvent le consommateur français est hostile en fait à ce qu'il y ait une usine qui s'implante près de chez lui. Et donc nous par exemple dans notre ferme familiale, on a installé une petite unité de chips à la ferme. Et donc c'est une chipserie qui tourne 4 jours par semaine, du lundi au jeudi, qui tourne pas du tout en 3-8. Et il y a des villageois qui se plaignent des nuisances alors qu'elles sont assez modérées. Et c'est, je pense, la seule usine qui a créé des emplois depuis 50 ans dans le village. Et donc en fait parfois le consommateur, faut qu'il accepte aussi que autour de chez lui il y ait de l'industrie qui se monte, parce que c'est ce qui permet d'avoir du français et d'être souverain. Bravo, merci beaucoup.